Aïe aïe aïe, impossible n'est pas vrai. Et là, je suis avec un ami de longue date, un ami qui était d'abord dans une première vie boxeur, champion d'Europe en 2004, puis dans une seconde vie acteur. Il a joué avec des sacrés acteurs. Je remercie Damien Lecomte d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir partagé, mon ami. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Et Je serai toujours là. le temps passe, à chaque fois on se dit faut qu'on se capte, et puis là c'était le bon moment encore une fois. Je suis content de te retrouver, Damien. Bah, moi aussi, hein, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Et je vois qu'on avance tous les deux de notre côté et ça, c'est quelque chose de bien. Il y a plein de choses à raconter. Regarde devant toi, ta ceinture de champion d'Europe, ton livre que tu as écrit, le film aussi, Deux flics sur les ducks, où voilà, tu as encore joué avec Bruno Solo, plein d'autres acteurs. Mais tout ça, on va le faire sur le fil de ta carrière. Et moi, j'ai une première question. La boxe d'abord, la boxe. À quel âge? Bah, si tu veux, ça a commencé un peu à l'adolescence, 12, 13, 14 ans. Les films de Bruce Lee, on voulait tous absolument devenir le petit dragon. Et voilà, t'es ado, tu te cherches un petit peu, tu cherches ce que tu veux faire plus tard dans la vie et tout, quel sport, quel travail. Et un jour, tu rentres dans une salle de cinéma, tu vas voir un film, L'œil du tigre, Rocky 3, 2 et avec Sylvester Stallone. Et là, quand je suis sorti de la salle de cinéma, 1h30 après le film, ma vie a complètement changé. Ça a commencé à partir de là. C'est incroyable, incroyable. Donc, début de la boxe à 13 ans, Exact. c'est dingue. À partir d'un film, en fait, ça t'a inspiré. C'est ça, à partir d'un film. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était l'image de Rocky qui avait cette ceinture autour de la taille. Et je me suis dit, moi aussi, je veux vivre ça. Je veux vivre l'effet que ça fait qu'on nous mette une ceinture de champion autour de la taille. Et quand je suis sorti de cette salle de cinéma, je m'étais juré qu'un jour, moi aussi, j'aurais une ceinture autour de la taille. Et j'ai tenu mes engagements. 13 ans, la boxe, alors, ça se passe comment? Tu décides d'entrer dans un club de boxe? Tu vas où? Explique-nous tout, là. À l'époque, j'habitais dans le quartier de Cocrioville et on entendait beaucoup parler du club de René Pelé. C'était la grande mode, du full contact. Le sport, je vais pas dire de la violence extrême, mais c'était la continuité du karaté où là on pouvait aller jusqu'au KO, mettre des coups de poing et des coups de pied et pouvoir obtenir un KO. C'était révolutionnaire à l'époque. Et je me suis dit, ça c'est le sport qu'il me faut. Donc je pouvais exactement retrouver les techniques de jambes de Bruce Lee, que j'adorais par-dessus tout, et la technique de poing de la boxe anglaise de Rocky Balboa. Et je me suis dit, en enveloppant ces deux sports, la boxe anglaise et les jambes du karaté, je trouve le full contact. Et je me suis engouffré dans cette brèche avec René Pelé au Samurai Karaté Club à l'époque. Et c'est parti de là. J'ai rencontré René Pelé, à qui je jouais une admiration sans borne. Et j'ai commencé à m'entraîner avec lui et j'ai plus jamais arrêté. Ça a matché, comme on dit. Complètement, ouais. Ça a matché. René, voilà, pour être franc, c'était un peu le père que j'ai jamais eu, quoi. Voilà, mon père est parti de chez moi, je devais avoir 5 ans, je ne l'ai jamais revu de ma vie. Donc automatiquement, quand on est gamin, on a un manque. Et j'ai rencontré cet homme, René Pelé, qui avait un charisme incroyable. Et je me suis accroché à lui, je me suis attaché à lui. Et il m'a embarqué dans son aventure et je le remercierai toute ma vie. Un grand entraîneur, hein. Il a formé beaucoup de champions, dont toi. Et je suis le premier à dire. Il n'y aurait pas eu René Pelé, j'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 13 ans, débute la boxe, et 18 ans, j'ai vu que tu passes professionnel. 18 ans, premier combat C'est professionnel, impressionnant, en 5 ans. 5 ans. Mais je m'entraînais tous les jours. Tous les jours, j'étais pas un bon élève à l'école, j'aimais pas l'école, alors que c'est la base de la vie, l'école, hein. Il faut aller à l'école, il faut apprendre et tout. Mais voilà, j'étais complètement emporté par la boxe. Et les débuts, 13 ans, 18 ans, je suis passé professionnel. J'ai signé mon premier combat pro à 18 ans, en 1988. J'ai fait mon premier combat pro au Havre lors du championnat du monde Jean-Yves Thériault contre Bob Turman, qui avait été retransmis par Canal+ à l'époque. Ah, impressionnant. Et après, ça a Franchement, démarré comme ça. J'ai fait un très beau combat, ça a plu à Canal+. Ça a augmenté un petit peu, on va dire, pas ma cote de popularité, mais ça m'a fait connaître nationalement.
J'étais plus le champion de Normandie du Havre, de Normandie. Là, ça commençait à dépasser les frontières normandes, on va dire. Et j'ai eu des contacts pour aller boxer en Suisse, en Espagne, au Maroc. J'ai fait des très bons résultats et ma carrière a décollé comme ça. Magnifique. T'étais comment lors de ton premier combat? 18 ans, je suis pro. C'est impressionnant, il devait y avoir quand même une grosse pression. Bah, quand tu fais ton premier combat pro à 18 ans, en plus, j'ai boxé Mariano Lemel, qui à l'époque était champion de France professionnel, qui avait 32 ans déjà à l'époque. Donc toi, tu as 18 piges, tu viens avec ta petite gueule de minot, quoi. Tu te retrouves face à un lascar tatoué de partout, 32 ans, réputé pour être un bagarreur, champion de France professionnel. Ouais, tu fais un peu dans ton froc. Mais tu y vas, t'as confiance, t'as ton homme de coin qui est là, t'as René qui est là. Donc il pouvait rien m'arriver puisqu'il était là. Donc, puis les caméras de Canal+, c'est super impressionnant au début. Mais quand j'ai vécu ça, je me suis dit, bah, c'est ça ma vie. C'est ça, il faut qu'il y ait des gens, il faut que les gens m'aiment, il faut qu'il y ait des caméras. Je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est de la prétention ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'aimais ça. J'aimais ça, bah, le spectacle. On continue, Damien, sur la boxe. Avant même que tu deviennes champion, moi, j'ai envie de savoir, tu as fait preuve de résilience toutes ces années. Comment ça se passe dans ta tête pour venir tout le temps aux entraînements? Parce que c'est dur, tu prends des coups, tu lâches rien, tu persévères. Explique-nous ça. Enfin, pour moi, le plus dur bah, dans la boxe, bah, c'est le début. C'est le début parce au début, tu subis. T'as mal. C'est toi qui subis plus que ton partenaire d'entraînement. Bah, au début, tu prends des coups, tu dis mince, ce sport, bah, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Mais il y a quelque chose qui me poussait tous les jours à aller m'entraîner. Je me rappelle, le club de René Pelé était impasse Laennec, à Graville. Moi, j'habitais Cocrioville. J'y allais à pied tous les soirs. Je partais de Cocrioville avec mon pote Kouli, Amadi Koulibaly, Ouais. qui habitait aussi Cocrioville avec moi. Et on partait à pied tous les deux, et puis on allait à la salle de sport. Et tous les jours, il y a quelque chose qui nous poussait. Et en même temps, à l'époque, bon, on avait que ça. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait rien. Donc, bon, on avait que ça, le sport. Et donc, malgré la douleur, malgré la dureté de l'entraînement, parce que René était un entraîneur assez dur, bon, son club était très réputé en Normandie, hein, les boxeurs à vrai étaient craints, comme on dit. Et je voulais vraiment intégrer cette équipe, quoi. Et je voulais vraiment faire preuve de caractère et je voulais surtout que René soit fier de moi. C'est ça surtout. Magnifique. Tu continues, tu progresses, tu fais des magnifiques rencontres, justement. Jérôme et autres. Ah, ouais, Jérôme, c'est ma plus belle page de boxe. Je vais pas me voiler la face. J'ai 22 ans, Jérôme, il a 18 ans, 19 ans. On se retrouve pareil au club de René Pelé. Enfin, lui, il était dans un autre club à l'époque, mais bah, il venait me voir à la salle de musculation, qui était le leader club, et il venait me voir du haut de ses 19 ans, et on se parlait et tout de boxe. Moi, j'avais déjà fait quelques combats pro, donc lui, bah, il débutait, et moi, j'étais chez René Pelé, et je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on s'entraîne ensemble et qu'on fasse un bout de chemin ensemble, viens, viens. Alors il était personne, il débutait et tout. Mais bon, voilà, moi je suis toujours d'accord pour emmener quelqu'un avec moi, si ça peut l'aider, si ça peut le faire progresser. Et bah, il est venu chez René Pelé, et puis bah, évidemment, bah, une amitié s'est nouée au fil des coups de poing dans la figure qu'on a pu se donner. Parce qu'au début, on s'en est mis quand même, on s'en est mis des belles quand même, hein. Et bon, il était déjà costaud à l'époque, bah, il faisait déjà 1m92, il faisait plus de 90 kilos déjà à l'époque. Et on s'est mis des coups de pied, des coups de poing, et plus on se tapait, plus ça nous a rapprochés. Et après, voilà, on était devenus comme des frères. Voilà, Jérôme, pour moi, malgré son gabarit, c'était un petit frère, complètement. Ça rapproche le sport quand même. Ah, mais complètement, oui, c'est Tellement de valeur. parce qu'on souffre ensemble. Ouais. Comme on dit, on travaille ensemble, on souffre aussi bien psychologiquement que physiquement, parce que quand on perd un combat, on est malheureux, mais il y a l'autre qui est là pour supporter, pour remonter l'autre, et vice-versa, quoi. Quand il y en a un qui perd, l'autre il est toujours là bah, pour l'épauler. Et physiquement, bah, on s'entraîne ensemble. Moi, je me souviens, René nous faisait nous entraîner à 22 h le soir pour que
pour que physiquement, on soit prêt à 22h à combattre, parce que les combats se passent le soir, et donc il faut que le corps soit prêt et en forme, comme un décalage horaire, quoi. Et donc on s'entraînait à 22h quand le club était fermé, et à 22h avec Jérôme, on était avec nos cordes à sauter, tous les deux dans la grande salle. René, il arrivait, il nous faisait la leçon, et puis on mettait les gants. C'était l'époque la plus dure de ma vie, mais c'était l'époque la plus belle aussi de ma vie. C'est paradoxal, mais Ça t'a donné ou apporté beaucoup de leçons pour la suite de ta vie? il n'y a pas plus belle école que la boxe. Ça te donne des valeurs, l'humilité, le respect des gens, la sagesse. Enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un je suis pas quelqu'un d'énervé. J'ai jamais été quelqu'un voilà, de chercher les autres non. J'ai toujours été tranquille et voilà, quand il fallait que j'aille au charbon, c'était sur le ring. Hop là. Quand il fallait que j'aille au charbon, c'était sur le ring. Parce que ma vie, elle était là. C'était mon sport, c'était ma vie. Après, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de super tranquille, quoi. Ok Damien, est-ce que tu pourrais nous donner les 3 moments forts que tu as eu dans ta carrière de boxeur? Évidemment. Bon, évidemment, tous les combats sont des moments forts. Mais 3 principalement, mon tout premier combat. Le tout premier combat que j'ai fait, pour moi, il était impensable de perdre. Je ne pouvais pas perdre. En plus, je boxais chez moi, à la salle Beauville. Je suis parti de Cocrioville en bus pour aller boxer. Et je me suis dit, si je perds ce combat-là devant tous mes potes de quartier, ça va être très très dur à vivre. Et donc, je me suis dit, non, bon, il faut que je gagne. Donc, je me suis mis une pression énorme. Et j'étais encore un gamin. Et à l'époque, il n'y a pas de casque. On boxait sans casque et on pouvait aller au KO. Donc, psychologiquement, c'est quand même dur à affronter. J'y étais et j'ai remporté ce combat. Et là, je me suis dit, peu importe que je perde les autres combats, il faut absolument que je gagne ce premier combat. C'est primordial. Et j'ai gagné ce premier combat. Donc pour moi, ça t'a mis en confiance par la suite? Ah mais complètement, complètement. Quand tu commences par une victoire, t'as qu'une hâte, c'est de remonter sur un ring et de recommencer, de regoûter à ça. L'applaudissement des gens, les gens qui te félicitent et tout, la fierté que tu peux éprouver. Tu dis, je suis monté sur un ring, je me suis battu. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et si tu veux un deuxième combat, c'est voilà, j'ai 18 ans, je viens de battre Mariano Lemel pour mon tout premier combat professionnel. Par la fédération professionnelle ISK, j'étais considéré comme un boxeur, un bon boxeur, moyen, pas super dangereux, très technique avec les jambes et tout, donc qui donnait du spectacle. Et ils se sont dit, tiens, si on le mettait face à Johnny Canabat, l'actuel champion d'Europe professionnel, qui avait eu des problèmes à l'époque avec la justice et qui sortait de prison. Et donc, il lui fallait un combat pour se remettre en jambes. Donc, les organisateurs se sont dit, on va lui mettre le jeune Damien Lecomte, qui est sympathique, mais qui n'est pas très dangereux. Comme ça, pour Johnny Canabat, ça va être une formalité. Et j'ai accepté le défi. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que 10 rounds plus tard, j'étais toujours debout face à lui. Impressionnant. J'ai perdu ce combat d'un point. D'un point. Mais c'est encore un combat qui m'a fait franchir une étape et qui m'a fait passer dans la cour. Je ne veux pas dire des grands, ce serait prétentieux, mais de la classe supérieure. Tu as dû gagner le respect quand même du combattant qui est en face de toi. Complètement. Ah non, mais bon, complètement. Il est venu me voir à la fin du combat, il m'a félicité, il m'a dit c'était très 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 serré, je te remercie d'avoir accepté ce combat. Parce que bon, Johnny Canabat à l'époque, c'était quand même un rouleau compresseur, quoi. C'était soit je me faisais écrouler au premier, deuxième round, ou... Mais bon, moi j'avais rien à perdre. J'avais tout à gagner, parce que même si je perdais, j'avais affronté Johnny Canabat, la star du moment. Donc, 10 rounds plus tard, je suis toujours debout, donc c'était que du positif. Ce qui est impressionnant, c'est sur ton deuxième combat direct. Tu vois, tu rencontres un champion. Ouais, mais ça aurait pu être une erreur en même temps. Ça aurait pu être brûler les étapes, mais moi je suis comme ça dans la vie. Tu le sentais. C'est pas que je le sentais, mais je me suis dit, c'est une opportunité. Prends-la. Prends-la parce que ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va y aller. Parce que toi, tu vas dire, non, je peux pas le faire, c'est trop prématuré. Et quelqu'un d'autre va le faire, et lui, pareil, il va faire un super combat, puis c'est lui qui va passer en classe supérieure. Et je me suis dit, non, j'y vais. J'avais vu avec René Pelé et tout, et on s'est dit, non, c'est bon, on y va. J'avais confiance en René, on sait très bien que si ça allait mal se passer, il aurait pu jeter l'éponge à n'importe quel moment. Et comme ça s'est très 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 bien passé.
Même des, voilà, dans les articles de presse que j'ai pu avoir, certains juges me donnaient vainqueur. Mais bon, après, peu importe. J'ai toujours respecté une décision d'arbitre. Ils m'ont mis perdant, 2 juges à 1. C'est super honorable. J'accepte la décision parce que même dans la défaite, c'était une très grande victoire. C'est énorme, énorme. Et puis, troisième Le combat, troisième. quand j'ai décroché ma ceinture de champion d'Europe. Là, je venais de réaliser mon rêve. L'apothéose. En plus, je gagne par KO au troisième round face à l'Irlandais David Bourke dans un combat explosif. Je rentre dedans tout de suite, je vais au charbon. Jérôme était dans mon coin. Quand tu as un homme de coin comme Jérôme Le Banner, tu te sens invincible. Tu te dis, je vais y aller parce qu'il ne peut rien m'arriver. Voilà. Et donc, j'y étais, j'ai suivi ses conseils, j'ai été à la bagarre tout de suite. Et face à un Irlandais, il faut y aller quand même parce qu'ils sont solides, hein, les Lascars. Mais je me suis dit, je vais rentrer dans son jeu. Moi aussi, je vais aller à la bagarre. Et bon, là, j'avais 34 ans. J'étais sur la fin de ma carrière, j'avais 34 ans, j'avais changé d'entraîneur. J'étais parti avec Robert Ritt à Rouen, qui m'a énormément fait travailler mon anglaise. J'ai boxé, j'ai mis les gants avec Julien Lorcy, avec les frères Mézache. Enfin voilà, j'ai eu une très 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 grosse progression en boxe anglaise, ce qui m'a vraiment aidé. Et j'ai directement été au contact et ça m'a bien réussi. Et voilà, j'ai gagné KO au troisième round. C'était le plus beau jour de ma carrière de boxeur. Parce que voilà, j'ai revu l'image que j'ai vue quand j'étais gamin, Rocky Balboa avec sa ceinture. Et là, il m'arrive exactement la même chose. On me met une ceinture autour de la taille. Fin de l'histoire. Voilà, c'est comme ça. Impressionnant. Champion d'Europe, tu te dis, tu as commencé à 13 ans, puis progressivement. C'est ça. Ouais, et tout au début, la ceinture qu'on a accrochée à ma taille, parce que en full contact, comme c'était un dérivé du karaté, on avait encore les ceintures. Ceintures blanches, jaunes, oranges. Et je me souviens, la première chose que je voulais, je dis, oh, si un jour j'étais ceinture noire, ce serait incroyable. Et voilà, on sait très bien maintenant. Attention, je respecte énormément les arts martiaux, le karaté et tout, mais on sait très bien qu'une ceinture n'est pas gage d'efficacité. Et puis voilà, c'est technique, ça reste juste technique une ceinture. Bravo à toi en tout cas. Merci. Bon, tu finis bien ta carrière et après, ça y est, tu décides de clôturer cette partie de boxeur. 34 ans, champion d'Europe. Je refais un autre combat à Marseille, au Palais des Sports de Marseille, contre le tenant du titre, Mohamed Amara, que je boxe en 5 rounds pendant la nuit des champions. Je remporte une victoire, une super belle victoire. Il y avait tout le gratin, il y avait tout le showbiz, il y avait Joe Star et compagnie. Enfin, il y avait voilà, Marseille, quoi. Marseille et sa folie et son amour de la boxe. Et je me suis retrouvé dans ce chaudron Palais des Sports de Marseille qui est super bouillant. Je boxe contre un Marseillais, donc t'imagines la pression. J'étais pas chez moi, lui il était chez lui, et je le bats au point. Je fais un super combat, je le bats au point, et quand tu gagnes face à un Marseillais à Marseille, tu sais que ta victoire elle est plus que méritée. Et là, je me suis dit, Damien, tout se passe bien, il est temps de refermer ce chapitre de la boxe, partir sur une bonne image. J'avais pas envie de faire des combats, tiens, je vais le boxer, des combats comme on peut voir maintenant, des combats qui sont plus ou moins arrangés ou contre des boxeurs ultra faciles. Il n'y a aucune gloire. Enfin, pour moi, hein, après, chacun fait comme il a envie, mais je préfère perdre devant un bon boxeur que de gagner devant un boxeur qu'on te met exprès pour dire ouais, tu vas briller un peu. Non, ça, j'aime pas. T'es parti au bon moment, on va dire. C'est exactement ça. Et puis, le temps passe, 34 ans, tu te dis, je suis pas trop esquinté, je suis bien, j'ai pas trop le visage déformé. Bon, c'est pas non plus la boxe qui déforme tous les visages. Mais bon, après être passé pro à 18 ans, à 34 ans, t'es encore sur un ring. Il y a les entraînements tous les jours. C'est pas les combats qui usent vraiment le boxeur, c'est les entraînements au quotidien aussi. Les coups, prendre des coups, c'est pas une nourriture. Donc moins on en prend et mieux on se porte, et il faut savoir gérer aussi ça. C'est pour ça que je disais toujours, quand j'ai fait ma partie entraîneur, je disais toujours à mes élèves, mettez un casque, mettez de la vaseline, mettez votre protège-dents. Quand vous boxez, mettez des gros gants, mettez pas des petits gants qui coupent le visage, mettez des gros gants pour atténuer l'impact et tout. Parce qu'il faut préserver le visage, parce qu'après la boxe,
y a autre chose. Il y a autre chose, il y a une autre vie. Et moi, ma vie, elle a commencé après la boxe. Enfin, ma deuxième vie, si je peux dire ma vie d'acteur, un peu entre parenthèses, parce que je ne me considère pas non plus comme un acteur, mais je voulais continuer à kiffer. Pour moi, la boxe, c'était un passage, c'était une première partie de ma vie. Et je me suis dit maintenant, voilà, j'ai voulu être Rocky, j'ai eu mon petit rêve Rocky. Maintenant, je veux être Stallone. Maintenant, je Magnifique. vais jouer maintenant. Fin de carrière, Damien. Et là, comme tu as pu nous dire tout à l'heure, ton rêve, c'était de suivre la trajectoire de Stallone. Ah mais complètement, Ouais. complètement. Bon, je te cache pas qu'après mon dernier combat, euh, qui était au Palais des Sports de Marseille, après ce dernier combat, j'ai quand même eu un flottement pendant un an ou deux. C'était un moment très dur. Parce que, parce que quand tu es boxeur, tu vis, tu manges, tu dors, boxe. Tu ne vis que pour ça. Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que je sais faire que ça, entre parenthèses. Enfin, je pensais savoir faire que ça, parce que bon, c'était toute ma vie. Et, euh, et donc, oui, pendant un an ou deux, j'ai eu un petit flottement, pas très bien. Je me cherchais, un peu de musculation. Enfin, bon, Ouais. j'ai toujours continué à m'entraîner. Ça, c'était mon cheval de bataille. Continue à t'entraîner. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il fallait que je continue à m'entraîner. Et ensuite, j'ai fait comme beaucoup de gens font. Sur les conseils d'un ami, je me suis créé un réseau social. À l'époque, c'était MySpace. C'était MySpace. Et je me suis dit, tiens, ça va me permettre de continuer à exister un petit peu. Je vais pouvoir poster des vidéos de mes combats qui sont passés à la télé pour que les gens qui ne me connaissent pas puissent me découvrir toujours. Et c'était toujours une petite lueur que les gens te reconnaissent un petit peu, de continuer à exister. Parce que quand tu arrêtes de boxer, c'est brutal. Tu redeviens monsieur tout le monde. Tu as ton travail, tu te lèves, tu vas travailler. Et je me suis dit, mais non, je ne peux pas avoir boxé pour rien. Je ne peux pas avoir fait tout ce que j'ai fait, avoir été champion d'Europe, champion de France. Enfin, j'ai voyagé un peu partout dans le monde pour dire, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, je reprends mon travail à la mairie du Havre et puis terminé. Je dis non, c'est pas possible. Donc je me suis fait ce réseau social qui à l'époque s'appelait MySpace, qui après, il y a eu Facebook et tout, et tous les réseaux sociaux qu'on connaît. Et coup de chance, j'ai été contacté par un jeune réalisateur qui s'appelle Guillaume Tauvron, qui habite en Auvergne, me contacte parce qu'il faisait un court métrage et on avait besoin d'un boxeur. Pour le rôle principal, il avait besoin d'un boxeur. Et donc, il m'envoie un message sur MySpace. Bonjour Damien, voilà, je m'appelle Guillaume Tauvron, je suis un jeune réalisateur amateur. Je fais des courts-métrages et je suis en train de préparer un film. J'aurais besoin d'un boxeur pour le rôle dans le film que je suis en train d'écrire. Et donc, je lui dis, ok, mais moi, je suis pas comédien à la base. Il me dit, non, non, mais il n'y a pas vraiment besoin de jeu d'acteur, c'est surtout tes talents de boxeur qui m'intéressent. Pour les mouvements et tout, pour les scènes de bagarre. Je dis ok. Donc je me retrouve embarqué dans cette aventure avec ce court métrage qui s'appelle Survival. Et ça a été ma toute première expérience de cinéma. Parce que ce soit un court métrage amateur ou un film professionnel, moi je garde la même ligne de conduite. J'ai autant de respect pour un réalisateur amateur que pour un réalisateur professionnel qui a déjà fait une centaine de films. C'est comme un boxeur. J'ai énormément de respect pour le boxeur qui va faire son tout premier combat, comme pour celui-là qui est champion. Parce que quand tu fais ton premier combat, c'est super compliqué, c'est très très dur. Et donc, pour en revenir au film, je me suis retrouvé embarqué je suis parti une semaine, 10 jours en Auvergne. On a tourné ce court-métrage, Survival, super expérience. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Je dis, j'ai réussi à faire un film. Mais je ne pensais pas que ça allait aller vraiment plus loin. Je me suis dit, j'ai réussi à faire ça. Et super quoi, j'étais super content. Je me suis dit, même si, comme pour le premier combat, même s'il n'y a rien derrière, au moins j'aurais réussi à faire Tu un l'auras film. fait, quoi. Mais par contre, ça s'est pas arrêté là. C'est fort, ça. Ça s'est pas arrêté là. Et ma plus belle rencontre, il s'appelle Guillaume Pierret. Pareil, un jeune réalisateur qui me contacte. Il me dit, bonjour Damien,
pareil, MySpace. Il me dit bonjour Damien, je suis en train de préparer un court-métrage qui s'appelle Surrender. J'ai pas de moyens, j'ai pas de budget. Mais il me dit par contre, il me faut un mec qui puisse jouer un flic, qui sache conduire, qui sait se battre et qui a pas peur de prendre des coups. Je lui ai dit, bah, c'est moi. Il me dit, oui, mais j'ai pas d'argent. Je lui ai dit, ça tombe bien, moi j'en ai pas non plus. Et on a fait ce court-métrage-là. Impressionnant. Et on a fait ce court-métrage-là. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'oseille, parce qu'on mangeait des pâtes avec du fromage qu'on fait fondre dans les hamburgers, parce que le budget est passé dans les bagnoles à la Corse Automobile pour pouvoir que le réalisateur Guillaume puisse péter 2-3 bagnoles, parce que c'est son gros kiff. Et on s'est retrouvés à faire ce court-métrage-là. Et tu sais ce qui est marrant, c'est que ce réalisateur-là, Guillaume Pierret, quand certaines personnes ont vu Surrender, son court-métrage, certaines personnes ont rigolé un peu, voilà, un flic qui lance des grenades et tout, on n'a jamais vu ça et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce réalisateur-là, c'est le réalisateur de Balles perdues sur Netflix. Oh là là là. 2008, on fait Surrender, qui fait un carton sur Internet. Et évidemment, une amitié s'est nouée avec Guillaume Pierret, parce qu'on était ensemble dans le bain, comme on dit, quoi. Voilà, on a donné à fond. Moi, je suis tombé malade pendant une semaine après. J'avais attrapé des gros coups de froid et tout, parce qu'il tournait qu'avec une caméra, puis on répétait les bagarres sans cesse, sans cesse. On fait Surrender, gros carton sur Internet. Il enchaîne ensuite après avec Matriarche, qui remporte tous les prix inimaginables en France. Il a fait appel à moi pour reprendre le rôle de flic dans Matriarche. Après, pendant 6-7 ans, rien. Et Balles perdues avec Netflix. Tu connais la suite de Balles perdues, numéro 1 dans le monde entier sur Netflix, gros carton. Et voilà, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il m'a appelé, il me dit, écoute Damien, il me dit, voilà, il me dit, t'étais avec moi sur Surrender, t'as été là pour moi, t'as été là sur Matriarche, t'as été là pour moi, et ben tu seras avec moi sur Balles perdues. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur Balles perdues sur Netflix. Et je le remercierai jamais assez. C'est une aventure incroyable. Incroyable. Comme quoi, il ne faut négliger personne dans la vie. Il faut respecter tout le monde. Tout le monde. Le petit réalisateur comme le grand réalisateur. Le petit réalisateur de demain peut devenir le grand réalisateur... le petit réalisateur d'aujourd'hui peut devenir le grand réalisateur de demain. Et voilà. Et même s'il n'y arrive pas, il faut respecter les gens. Il faut respecter leur travail. C'est beau parce que tu lui as tendu la main quelque part et lui te l'a rendu quelques années plus tard. Bah, moi j'étais demandeur. Hein. Moi j'étais demandeur. Lui il avait besoin. Moi je voulais absolument. Et donc on s'est trouvés. Et ça a matché entre nous. Et aujourd'hui encore, ça va sortir bientôt sur Netflix. Il y a Balles perdues 3 qui va arriver. Parce que Balles perdues c'est une trilogie. Il y a le 1. Comme le 1 a été un succès mondial, ils ont enchaîné avec le 2 qui a été un succès mondial. Et là, le 3, quand il va sortir, mais ça va être une bombe. Ça va être une bombe, car là, ils ont mis les petits plats dans les grands, comme on dit. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Même pour toi, tu te dis d'où t'es parti, tu joues dans des films qui sont extraordinaires, qui passent sur Netflix aujourd'hui. Complètement, complètement. Et voilà, donc oui, Guillaume Pierret avec Rémi Lautier, qui produit Les Balles perdues, c'est eux qui ont fait les 2 premiers courts-métrages, ils étaient ensemble, c'est des amis d'enfance. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, Rémi Lautier, c'est le président, c'est le directeur de Inoxy Film, qui produit tous les Balles perdues et les films sur Netflix, et Guillaume Pierret qui les réalise, c'est le rêve américain, comme on dit. Sauf que là, c'est en France. Made in France, comme on dit. Made in France. Et ouais. Magnifique. Damien, j'ai vu que tu as écrit un livre, Knockout. C'est incroyable. Franchement, écoute, moi j'aime bien lire. Déjà, je vais me le récupérer. Ou si tu peux me le passer, ça je suis. Avec plaisir. Ça sera vraiment avec. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé là? T'es tout là, t'es sportif, acteur, écrivain, la c'est tout lecture, faire. ça a toujours été une grande passion. Même gamin, j'ai toujours adoré lire. Plus jeune, je lisais beaucoup de bandes dessinées, les Marvel, tous les super-héros. Dans mon imagination, ça bouillonnait tout le temps. Et je me faisais moi-même mes histoires. J'avais des personnages,
des poupées Mattel, là, les Big Jim, Action Joe, je me faisais des histoires et tout. Et quand j'ai commencé à faire des courts-métrages, je me suis dit, mais moi aussi, je peux écrire une histoire, je peux écrire un scénario. Mais écrire un scénario, c'est très technique, c'est professionnel. Il faut décrire l'environnement, il faut marquer si on est en extérieur nuit, en extérieur jour. Enfin, c'est très très complexe d'écrire un scénario. Et moi, j'avais une idée, j'avais une histoire en tête et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et je me suis dit, la meilleure façon de m'en débarrasser, c'est de l'écrire, comme un exutoire. J'ai ça dans la tête, ça me prend la tête. Le temps que je ne l'écris pas, elle reste dans ma tête et ça m'empêche de dormir. Donc, j'ai commencé à écrire sur des petits bouts de papier cette histoire, une histoire. L'histoire d'un boxeur, évidemment. Et ce boxeur, il boxe en mi-moyen, comme moi. Il est gaucher, comme moi. Comme étant gamin, je me suis projeté dans une histoire. C'est mon personnage, avec mes traits de caractère, qui est parti dans une histoire romancée, quoi. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et ça a été plus simple pour moi, parce que le personnage, c'était moi. Donc, j'avais pas à lui inventer des traits de caractère ou des traits physiques et tout, parce que c'était exactement mon personnage, mais qui était dans une autre dimension. Et je me suis écrit une histoire. C'est dingue, t'as mis combien de temps là, à l'écrire? Ça a été vite, parce que j'étais tellement inspiré que, bon, j'ai eu comme on dit, j'ai eu la page blanche, des fois, pendant 2-3 jours, aucune inspiration. Je mettais le livre de côté, enfin le livre, je mettais mes écrits de côté, puis j'y pensais plus, puis boum, j'étais en voiture, une idée me venait, puis après l'inspiration venait, puis et j'écrivais, j'arrêtais pas. J'avais toujours un cahier sur moi, ou alors à côté de mon lit, parce que je me réveillais en pleine nuit, parce que ton cerveau, il est tellement en suractivité que ça te réveille et tu as besoin d'écrire. Parce que si tu n'écris pas, tu peux pas redormir, parce qu'il faut que tu les évacues. Et j'écrivais, puis un jour, je me suis retrouvé avec un brouillon de 200 pages, et je lis ce brouillon, sans prétention aucune, je me dis, merde, c'est pas mal, ça tient la route. Je le fais lire à un ami qui réalisait des films, à un deuxième, et ils me disent, mais Damien, tu tiens un truc là quand même, c'est vraiment bien, envoie-le à des maisons d'édition. Alors j'ai fait imprimer toutes les pages, j'ai fait une maquette. On a fait une maquette, j'ai fait une fausse couverture que j'ai envoyée à des maisons d'édition. Alors après, j'ai peut-être visé un peu trop. J'ai envoyé à Plomb, Lafon, mais tu sais, il faut taper tout de suite au max. Comme ça, après, tu revois un peu tes prétentions. Mais j'ai reçu des retours. Voilà, les retours, malgré la qualité de vos écrits, ne pourront pas donner suite. Et après, je me suis dit, bon, attends, Damien, t'es pas connu, t'es pas un nom qui résonne. Essaye de taper un peu plus bas au niveau des maisons d'édition. Des maisons d'édition plus simples, moins prestigieuses. Et j'ai envoyé à des petites maisons d'édition. Et un jour, je reçois un retour. Voilà. Nous avons lu avec attention vos écrits et tout, qui ont retenu notre attention. On aimerait bien vous proposer un contrat d'édition. C'est beau ça. Aïe, aïe, aïe. Et là, tu te dis, wow, pas mal quand même pour un boxeur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas censé être quelqu'un de super intelligent. À l'école, j'étais pas le meilleur. Et je me retrouve à écrire un livre qui plaît à une maison d'édition et qui se termine par une séance de dédicace à la Fnac. Mon livre était en rayon, tu vois, juste à côté de celui de Nicolas Sarkozy, dans les coups de cœur. C'est impressionnant. Et là, tu te dis, ça y est, je l'ai fait, quoi. Bravo, Damien. Merci. Ça devait être encore une autre fierté pour toi, ça. Mais oui, parce que c'est parti d'écrit sur des petits bouts de papier, un livre que tu retrouves à la Fnac, en tête de gondole, en coup de cœur. Et j'ai même eu des articles dans les magazines de presse et tout, des articles, des retours très positifs de mes écrits. Mais attention, je n'ai aucune prétention en tant qu'écrivain, parce que dans le livre, c'est moi qui parle. Donc c'est mon langage. Donc je n'ai eu aucune difficulté à trouver les mots, à trouver les phrases, le sens des phrases. Et ça, ça j'en suis fier. Parce que j'étais jusqu'au bout de mon délire, entre parenthèses. Ça, c'était ma petite parenthèse écrivain. Peut-être qu'un jour, j'en écrirai un autre, j'en sais rien. Peut-être que l'inspiration viendra. La boxe,
Le cinéma, euh, écrivain, c'est impressionnant, vraiment écrire des livres. Ce qui est impressionnant, Damien, c'est que toi, tu vas au bout des choses. C'est fort ça quand même. Parce que tu vois, il y en a qui commencent, ils abandonnent, parfois par manque de motivation. Mais toi, tu arrives à faire preuve de résilience. C'est quoi ta recette? Je sais pas si vraiment j'ai une recette, mais il y a une chose qui m'a vraiment forgé le caractère, c'est la boxe, c'est les échecs, c'est mettre un genou à terre. Tu peux mettre un genou à terre, tu peux mettre une main à terre, mais relève-toi tout le temps. Relève-toi, bats-toi jusqu'au bout, juste pour ne pas avoir de regrets. Moi, j'essaie d'aller jusqu'au bout des choses pour dire quoi qu'il arrive, j'aurais tout tenté. Tu sais, le cinéma, le cinéma, c'est beaucoup d'échecs que les gens ne voient pas. Comme je te dis, moi, je suis personne. Les gens ne me connaissent pas. Donc, je passe un casting, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un échec, deux échecs, trois échecs, quatre échecs, cinq échecs. Tu rentres chez toi, tu es déçu. Ça t'a coûté de l'argent parce que tu t'es déplacé. Parce que combien de Flixbus j'ai pris pour aller à Paris, pour passer des castings, et que je suis revenu bredouille, malheureux. Mais le lendemain, je retournais à la salle d'entraînement pour dire, ça y est, on continue. Next, on passe à la suite. Je continue à m'entraîner, je retourne passer un casting, je loupe ce casting. Par contre, bim, ton téléphone il sonne. Tu as Simon Astier qui t'appelle pour te dire, Damien, j'ai un rôle pour toi dans mon prochain, sur ma prochaine série. Le téléphone sonne, tu t'y attends même pas. Alors que tu viens de passer 10 castings avec échec. Et là, tu as Simon Astier. Quand même, Simon Astier, c'est quand même quelqu'un de très réputé. Et le gars, il t'appelle et il te propose directement un rôle dans sa nouvelle série, Mercato. Moi, je crois au destin. Je crois au destin. Moi, je crois au travail. N'abandonne pas, travaille, ça finira par payer. Moi, demain, si tout s'arrête, j'aurai aucun regret. Car j'aurai été jusqu'au bout des choses. J'ai jamais rien lâché. Et j'abandonnerai jamais. En tant qu'acteur, tu as joué avec des grands comédiens. Renaud Solo, Hmm, Mathieu Kassovitz, hmm. c'est impressionnant quand même. Qu'est-ce que tu as appris à leur côté? Ça a dû être un kiff quand même, hein. Ah, mais aller sur un tournage, mais c'est toujours un kiff. Mais il faut savoir une chose, comme je l'expliquais tout à l'heure, je kiffe autant aller sur un court métrage que d'aller sur un long métrage professionnel. Moi, ce que j'adore, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est vivre ce moment avec les gens. C'est super enrichissant. Tu rencontres d'autres personnes, tu fais des découvertes et tu vis autre chose que ton quotidien. Et après, le monde professionnel, c'est voilà, ça c'est le rêve de gamin, ben, c'est le rêve de gosse. Des fois, tu es agréablement surpris, des fois, tu es super déçu. Parce que des fois, tu te fais une image de certains acteurs, et le jour où tu les rencontres, tu dis, ah merde, je pensais pas qu'il était comme ça. J'aurais préféré garder l'image que j'avais de cet acteur-là, alors que maintenant que je le connais, je me dis, mince, je suis déçu de la personne. Ça enlève un petit peu un rêve. Tu vois, ça enlève ça enlève une petite partie du rêve. Mais par contre, t'as des rencontres incroyables. T'as des rencontres incroyables. Simon Astier, c'est une super rencontre. Voilà, j'ai adoré tourner pour lui. Il m'a fait tourner dans deux de ses films. T'imagines, le premier film, j'ai passé un casting parce qu'on ne se connaissait pas. Et ça a matché tout de suite entre nous. Pour son deuxième film, il m'a rappelé, j'ai pas passé de casting et il m'a embauché tout de suite. Il m'a fait une preuve de confiance incroyable. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, quoi. J'ai vraiment passé, pour les deux fois où j'ai tourné sous sa direction, ça a été extraordinaire. Et j'ai fait plein de rencontres hyper positives. Euh, Nicolas Duvauchel. Nicolas Duvauchel, simplicité, gentillesse, pas de prise de tête sur un tournage, tu rigoles, c'est un bonheur, mais c'est un bonheur de tourner avec des gens comme ça. C'est Après, je te parle pas de Jean-Marc Barr, Bruno Solo, c'est pareil. Je suis resté 6 ans sur la série Deux flics sur les docks. Tu te rends compte que la série Deux flics sur les docks, au début, j'étais appelé pour faire 2 jours de figuration. Juste 2 jours de figuration. En flic, je l'ai fait, mais même de la figuration, je la fais sérieusement. Parce qu'il faut se montrer. Quand tu vas sur un tournage, il faut montrer que tu es là. Donc je me suis habillé comme il faut, je me suis habillé comme un flic. J'ai pris les attitudes des flics, je me suis montré disponible. Les gens ne me cherchaient pas sur le tournage. Ah bah Damien, il est là. Voilà, présent, tout de suite. Ils n'ont pas cherché quelqu'un d'autre. Moi, je suis là devant. Donc, prends-moi.
Et ça matchait. Et du coup, les 2 jours de figuration se sont transformés en petits rôles pendant 6 ans. 6 ans à être sur la série avec Bruno Solo et avec Jean-Marc Barr. Et Bruno Solo avec qui on est super potes encore aujourd'hui. Voilà, on s'appelle, on se voit. Mais voilà, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et il y a plein de... Sans parler des... Voilà, là, je t'ai dit Simon Astier, Nicolas Duvauchel, mais il y a les réalisateurs. Guillaume Piret, avec Rémi Lautier. Sans ces 2 garçons-là, je ne ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui. Voilà, parce qu'ils m'ont apporté... je pense leur avoir apporté quelque chose un petit peu aussi. Mais maintenant, voilà, c'est... Avant, ils avaient peut-être besoin de moi, mais maintenant, je pense que c'est moi qui ai plus besoin d'eux qu'eux, ils ont besoin de moi. Mais ils m'ont pas oublié. Ils sont reconnaissants. Et ils sont reconnaissants. Et ils m'ont pas oublié. Et ça... Et voilà, j'ai rencontré plein de gens. Michel Blanc, voilà, comme tu dis, Mathieu Kassovitz, Jean Dujardin. J'ai tourné avec Jean Dujardin. Pareil, c'est des moments que tu n'oublies pas. Et moi, je veux en profiter au maximum. Dès que je sais que je suis pris sur un tournage, dès que je mets le pied dans le train, ça y est, la fête commence. Je profite déjà. Je profite d'être dans le train, je profite de regarder les paysages. J'arrive à la gare, on t'amène à ton hôtel et tout. Tout ça, je le prends. Je le prends, je le prends. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais c'est un privilège énorme. C'est un privilège énorme. Je sais d'où je viens. J'ai un métier au Havre, moi. Tu vois, et quand je fais mon vrai métier au Havre, au service des sports de la mairie du Havre, je sais que la vraie vie, elle est là. Mais après... C'est bien de l'avoir gardé. Mais il faut. Ça te met les pieds sur terre tout de suite. Mais quand je pars sur un tournage, justement, je profite de tous ces moments-là. Parce que je sais qu'ils vont être courts et que ça sera peut-être le dernier. Parce qu'on ne sait pas dans ce milieu-là, ça peut être ton dernier tournage ou... Donc, je me nourris de tout ça. Je me nourris, je prends le maximum. Je vis ça comme si c'était le dernier. Mais par contre, quel bonheur. Quel bonheur. Est-ce que tu penses que dans la vie, il faut faire preuve d'audace pour réussir? Ah mais complètement. Complètement. Ouais. Moi, je sais, juste pour te donner un exemple, quand j'ai passé le casting pour la série Mortel, le rôle, c'était un maître nageur qui se faisait un peu torturer par un jeune et tout, et il devait avoir un bâillon autour de la bouche, avec une corde autour du cou. Et quand je suis parti passer le casting, je me suis mis un bâillon autour de la bouche, comme je me suis mis en situation limite réelle. Je suis monté sur une chaise, comme si la personne était prête à me prendre, et je me suis mis vraiment dans la peau du personnage, quitte à ce que la directrice de casting soit un petit peu dire attends, mais bon, qu'est-ce qu'il me fait lui? Mais je voulais donner le maximum de moi. Je me suis mis à pleurer et tout, j'arrivais même pas à parler parce que j'avais le bâillon qui était très 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 serré, qui me faisait mal. Je voulais vraiment donner le maximum de moi. Je voulais être à 300%. Et ça a matché parce que j'ai retenu l'attention de Simon Astier et il m'a embauché pour ça et j'ai donné le maximum. Et après, sur le tournage, c'est pareil. J'ai donné le maximum. Je pense que on te donne des opportunités, il ne faut pas les louper. Donne le maximum de toi. Quitte à ce que ça ne matche pas, à ce que ça ne fonctionne pas, mais au moins, tu n'auras pas de regret. Tu auras dit, j'ai tout donné. Tout donné. Ça fait quel effet d'avoir des caméras la toute première fois? C'est grisant, mais c'est impressionnant. Parce que le plus important, ce qui est vraiment impressionnant quand tu tournes un film, là on parle de cinéma. C'est ça, voilà. Quand tu tournes un film, quand on regarde un film à la télé, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Mais quand tu tournes un film et que tu as une trentaine ou une cinquantaine de personnes autour de toi, l'équipe technique, passant par le chef-op, le réalisateur, le premier assistant, le deuxième assistant, le troisième assistant, le maquilleur, le costume, tout ça, les gens du costume, et puis toute la technique, c'est une équipe, mais de dingue. Et il faut que tu fasses abstraction à tous ces gens qui te regardent. Et quand tu n'es pas habitué à ça, tu te dis, mais pourquoi tout le monde me regarde? Parce que tu es le centre d'attention, parce que tu joues ta scène. Et tout le monde est autour de toi, les gens qu'on ne voit pas à l'écran. Et ça, c'est le plus dur au début. Et il faut faire abstraction de tous ces gens qu'il y a autour de toi. Faire comme s'il n'y avait personne et jouer avec la personne. Impressionnant. Et je pense que la boxe m'a aidé. Parce que j'ai eu la chance que mes combats soient un petit peu filmés et diffusés sur Eurosport, Canal+. Tu as des caméras.
Tu as des caméras qui te suivent dans les vestiaires et tout. Et donc, tu es un peu habitué à ces caméras-là, aux gens, tout ça, qui est autour, les spectateurs. Et quelque part, j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais en boxe avant, les gens qui te regardent, les caméras, être un peu le centre d'intérêt, quelque part, sans se voiler la face. Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec non, quand je tourne un film, je me regarde pas à la télé, ça m'intéresse pas. C'est faux. Quand tu es comédien, tu tournes un film, tu as envie de voir ce que ça donne à l'écran. Il faut être honnête. Moi, je suis honnête. Quand je tourne quelque chose, j'ai hâte de me voir à l'écran. Je peux pas mentir là-dessus. Ce serait mentir aux gens. Quand tu es comédien, voilà, tu aimes bien te voir à l'écran, et c'est normal, quoi. Qu'est-ce que tu dirais, Damien, à une personne, tout âge hein, confondu, qu'elle soit sportive ou non, qui souhaite un projet dans sa tête, hein, qui veut un projet, mais tu vois, peut-être qui manque peut-être de motivation. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire qu'elle aille jusqu'au bout de son projet à cette personne? Déjà, n'abandonne jamais. Jamais. Si tu veux pas avoir de regrets dans la vie, va jusqu'au bout de ton projet. Va jusqu'au bout de tes envies. C'est ça le plus important. Parce qu'il n'y a rien de pire, enfin, moi personnellement, il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Avec des « ah si j'avais su, ah j'aurais dû, j'aurais… » Non, ça il faut que tu les effaces de ta mémoire. Fonce. Si tu te plantes, mais au moins tu n'auras pas de regrets. Tu sais, j'ai fait une première partie en boxe, enfin une première carrière en boxe, après j'ai arrêté pour diverses raisons. Peut-être parce que j'avais commencé trop jeune, trop de combats et tout, à un moment donné j'ai fait un break qui a duré 4 ans, 5 ans. J'ai fait un break, j'ai fait autre chose. Et après, ça me manquait tellement que je me suis dit, je vais reprendre la boxe. Mais quand tu arrêtes pendant 5 ans, puis tu reprends, tu as 28, 29 ans, les gens, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mais non, c'est bon, arrête Damien. Tu as 29 ans, tu peux pas reprendre, il est trop tard et tout. Mais si j'avais écouté tous ces gens-là, j'aurais jamais repris la boxe. Je serais resté dans mon petit confort. J'aurais pu très bien me dire, bah ouais, après tout, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais non, j'ai écouté personne. J'ai continué à m'entraîner, j'ai dit non, je vais reboxer, je vais remonter sur un ring. Et si j'avais écouté tous ces gens, cette ceinture-là, elle n'aurait jamais existé. J'ai écouté personne, j'ai écouté que moi. Je me sentais capable de le faire, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, parce que ça, c'est dans ma vitrine chez moi. Et tu vois, c'est la chose la plus importante durant toute ma carrière de sportif. Tous les jours, quand je me lève, je passe chez moi, il y a une vitrine, je la regarde, je me dis ça, c'est à vie. Ce qui serait intéressant de savoir, Damien, tu sais, on ne parle pas beaucoup de la vie privée, mais toi, tu étais sportif de très haut niveau. Tu es dans le cinéma maintenant, mais comment tu as fait pour gérer cette vie privée? Parce que c'est pas facile, hein. Tu es vraiment à 200%, voire 2000% pour ton activité. Honnêtement, j'aurais pas voulu être une femme de boxeur. Parce que la boxe, c'est un sport particulier. La boxe, tu n'as pas le droit d'être fatigué, tu n'as pas le droit d'être pas bien. Demain, comme on dit, tu joues au foot, tu joues au tennis, tu joues au baseball, tu peux jouer. Mais tu joues pas à la boxe. Tu mets ta vie en jeu. Demain, tu fais un match de foot, tu es fatigué, c'est pas grave. Voilà, bon, tu as perdu, tu es fatigué. Mais demain, tu montes sur un ring, tu es fatigué. Tu subis. Mais tu prends des coups. Et ça, c'est très très dur, psychologiquement et physiquement. L'importance du clan familial, il est incroyable. Il est même indispensable. Moi, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui a tout supporté. Parce que quand tu es boxeur H24. Tu te lèves, tu manges boxe, tu vis boxe, tu dors boxe. Ta télé, c'est des combats de boxe. Tu analyses tout. Tes entraîneurs et tout, tu parles que de ça, boxe, les combats, les voyages. Et tu as une femme avec des enfants en retrait qui sont spectateurs de tout ça. Et toi, tu leur imposes ça. Mais tu t'en rends même pas compte. Toi, tu t'en rends même pas compte parce que la priorité, c'est toi. C'est ton bien-être et c'est de gagner tes combats. Mais tu te rends pas compte que des fois, tu as des gens derrière, ça peut être dur pour eux. Et eux, par contre, ils ont toujours été là. Ma femme, mes enfants, ils ont toujours été là. Et moi, je voulais les rendre le plus fiers possible avec tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui encore, maintenant, avec le cinéma, j'essaye de leur faire profiter un petit peu de ce que moi, je peux vivre.
Et non, non, je pense qu'il faut vraiment être courageuse pour être une femme de boxeur, ouais. Complètement, ouais. Damien, on arrive sur la dernière question du podcast. Déjà, bravo pour ton parcours. Bah, c'est gentil, merci. Impressionnant. Impressionnant, c'est ce que je dis tout le temps, je te l'ai répété tout à l'heure. On se connaît, mais on se connaît pas. C'est dans des occasions comme celle-là qu'on apprend à se découvrir un peu plus et des fois, c'est des belles surprises. Ouais, merci, ton parcours, j'en suis persuadé, est inspirant pour beaucoup de personnes. Et il n'est pas fini, hein. En plus. Parce que j'en ai pas encore fini avec le cinéma. Ou autre chose, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai toujours besoin d'un petit challenge pour vivre. On arrive sur la dernière question du podcast, la spéciale Impossible n'est pas vrai. Qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast? Pour moi, ta question est simple. Sans aucune hésitation. Jérôme Le Banner. C'est quand même ce qu'on fait de mieux, hein. On va pas se voiler la face, c'est quand même ce qu'on fait de mieux au niveau sportif, au niveau carrière. C'est un exemple pour beaucoup, je pense. Écoute, je le contacterai avec grand plaisir. À toi de jouer. Merci pour tout, Damien. De rien, mon vrai. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais, moi aussi, grave. Avec beaucoup d'émotion.